8 heures. L'heure de faire le récap à chaud de l'UFC 262 qui a eu lieu cette nuit. Sympatoche, vraiment sympa comme événement. Très très chouette à voir. Pas de regret de s'être réveillé pendant la nuit pour regarder la main card. J'ai regardé les combats prélims pendant les temps de pause. Donc ici on va faire une petite réaction à chaud, simplement improvisée, sur base de ce qui s'est passé cette nuit. On va un peu insister sur les combats qui méritent une leçon ou un débat à lancer, comme d'habitude. Alors, Diagos, très très belle soumission, belle exécution. Lutz, très beau début, un nom à retenir selon moi. Cachoeira, j'avais pas prévu de regarder, je regarderai pas, je pense. J'ai eu un petit échange sur Twitter, apparemment c'était une petite guerre régionale, sympa à voir pour ceux qui sont fans de violence, pour ceux qui sont fans de technique et de stratégie, beaucoup moins. Donc je regarderai ça peut-être plus tard, mais voilà. André Ali contre Shevchenko. Alors, là il y a débat, ce sera un peu le même débat pour Tony Ferguson, mais à une échelle différente. À ce niveau-là, quand on est à l'UFC, et enfin, au final à tous les niveaux, dès le moment où on a un objectif en MMA, l'introspection, la remise en question, l'analyse de ses propres défaites et même de ses victoires où il y a eu des gros défauts, c'est crucial, c'est vital. C'est vital pour s'améliorer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'améliore. Quand on arrive à l'UFC, en général, on a déjà un niveau assez fini. On se considère comme un produit fini. Et c'est important de continuer de s'améliorer parce qu'on le voit par exemple pour Donald Cerrone. Dès qu'on stagne, en fait, on recule. C'est un prof de maths qui disait, qui disait ça quand j'étais en humanité. Si on n'avance plus, on ne fait pas du surplace, on recule. Et là, clairement, voilà, Donald Cerrone, on ne va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a été très très bon, avait un style qui était très adapté à la génération de combattants de laquelle il fait partie. Mais dès le moment où on a arrêté de voir une évolution dans son style, tout le monde savait et tout le monde sait comment le battre et ça devient pire parce qu'il y a en plus de ça, avec l'âge, avec l'expérience, avec le fait d'avoir continuellement des entraînements difficiles, des sparring difficiles, mais clairement les aptitudes physiques, les aptitudes athlétiques diminuent. Et donc clairement ça cause des gros problèmes. Ici, Shevchenko, la sœur évidemment, donc Antonina, euh, elle a du potentiel, elle a clairement pas le potentiel de sa sœur, les résultats parlent par eux-mêmes, mais elle a un gros potentiel. Par contre, en termes de préparation, de programmation de ses entraînements, de gestion de carrière, en termes de compétences, c'est pas du plus haut niveau. Alors voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, je déteste critiquer, je suis pas du genre à descendre les athlètes ni quoi que ce soit, mais quand il y a quelque chose d'évident, il faut quand même mettre le doigt dessus, puisque le but de cette chaîne aussi, c'est que tous les combattants, tous les athlètes et même tous les fans puissent remettre certaines choses en question et s'améliorer eux-mêmes en tant que fan MMA, en tant que coach, en tant qu'athlète. Alors, j'ai entendu quelque chose de... Je fais beaucoup de liens. J'ai entendu le podcast de Lex Friedman avec... Danaher, super intéressant, je suis qu'à la moitié, mais super intéressant le début. John Danaher dit quelque chose de super intéressant et je voulais le mettre ici puisque moi je parle beaucoup sur ma chaîne, je fais que parler. Il disait qu'il ne faut pas écouter ceux qui parlent, il faut regarder ceux qui réussissent. Donc il ne faut pas simplement écouter, parler c'est facile, on sait dire des choses tant qu'on ne met pas en place derrière, il n'y a pas de preuves concrètes. Bref, je reviens ici pour Shevchenko. Clairement, c'est assez clair. Ce qui lui pose problème dans sa carrière, c'est son grappling. Au sens large, que ce soit défensif, que ce soit offensif, que ce soit même mental. Elle donne pas sa vie quand il y a une amenée au sol. Elle donne pas sa vie pour la défendre. Et pourtant, c'est là la clé. La clé pour elle, c'est vraiment de tout donner pour pas se retrouver sur son dos, parce que c'est la pire position pour elle en termes de compétences. Donc soit elle améliore ses compétences sur son dos, soit elle améliore sa lutte défensive, soit les deux, et en tout cas elle doit améliorer son attitude dans les échanges de grappling. Ici, dans ce combat, il y a quelque chose assez particulier. On a eu un triangle pendant environ 4 minutes. Et je pense que si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on voit ça à l'UFC, un triangle pendant 4 minutes. Quel indicateur ça me donne? Ça me donne que celle qui avait le triangle fermé, donc André Ali, savait pas comment le finaliser, parce que 4 minutes pour finaliser un triangle, c'est quand même très très long.
C'est clair que le triangle est une des soumissions qui met le plus de temps à finaliser, généralement. Il y a pas de statistique là-dessus, mais c'est clair que ça arrive souvent que entre le moment où le triangle est fermé et le moment où on a le tap-out, ça peut mettre du temps. Évidemment, il y en a qui finissent ça très rapidement, mais ça peut mettre du temps. Autant, voilà, là, 4 minutes pour finaliser un triangle, ça veut dire que celle qui avait le triangle d'un point de vue offensif était incapable de le finaliser. Et celle qui se trouvait dans le triangle n'avait aucune idée de comment en sortir. Alors, on a certainement déjà vu ça dans des combats de très haut niveau de grappling, où la raison pour laquelle la personne ne sortait pas du triangle, c'est parce que celui qui l'avait réajustait très bien pour maintenir son adversaire dedans, et celui qui n'arrivait pas à finaliser n'arrivait pas à finaliser parce que celui qui était dedans défendait très bien. Ici, ce n'était pas vraiment ça le cas. C'était vraiment un triangle relativement inactif, et elles étaient toutes les deux à court d'idées sur quoi faire, ce qui est assez rare à l'UFC. Donc j'espère juste que ça leur permettra, pour l'une comme pour l'autre, de faire une introspection et de vraiment travailler sur ce défaut. Donc le finishing instinct pour André Ali, donc vraiment trouver des formules pour finaliser complètement ses soumissions. Et Antonina, c'est de nouveau un indicateur pour elle, pour se dire, ok, si je veux performer, si je veux atteindre une fois ce top 10 de la division, il faut que je travaille sur mes défauts. Il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui aiment bien le pied-point, qui n'aiment pas le sol et qui du coup continuent à perfectionner leur pied-point et laissent de côté le sol. C'est pas comme ça que ça fonctionne à l'UFC. Ok. Jordan Wright contre Pickett, pas grand chose à dire, ça a été très très vite, beaucoup de violence dans ce combat, agréable à regarder évidemment pour les fans de violence et même pour les fans de technique, c'était pas trop brouillon. Évidemment Jordan Wright il s'est un peu emballé quand il a sonné Jamie Pickett, mais a raison, puisqu'il a quand même gagné. Lando Vannata contre Mike Grundy, comme prévu, chouette à regarder. Ça, c'est aussi un petit détail, parce que j'ai eu la question sur Instagram ce week-end, où on me demandait un peu l'évolution du MMA, dans le passé et dans le futur. Alors, pour moi, l'évolution est assez claire. Le MMA, parlons juste du UFC. L'UFC est arrivé pour répondre à la question quel est le meilleur art martial ou quel est le meilleur sport de combat. On avait vraiment des gens d'arts martiaux différents qui se rencontraient et personne n'avait aucune notion de la dynamique que ça pouvait engendrer. Donc là, c'était vraiment celui qui arrivait à imposer son art, son sport de combat, allait s'imposer. Ensuite, quand le MMA est devenu vraiment du MMA, on a eu une période où les gens devenaient de plus en plus complets. C'est-à-dire que le background avait toujours de l'importance, mais finalement, c'est celui qui était le plus complet qui allait plus facilement s'imposer. J'arrive à défendre les forces de mon adversaire pour garder le combat dans mes forces à moi, et du coup, je peux m'imposer là où lui est le plus faible et moi le plus fort. Donc on a un côté où on est devenu plus complet, puis on a une période où tous les athlètes étaient plus ou moins complets, et du coup, s'équivalaient sur tous les aspects du jeu. Et là, on a une période où ce sont les experts qui se sont imposés. Donc, le but était d'être complet, mais expert quelque part, et s'assurer que le fait d'être complet, ça permet de survivre dans les aspects du jeu où ça s'équilibre, et de pouvoir imposer son jeu là où on est expert, principalement par rapport à l'autre, pour pouvoir s'imposer. D'ailleurs, on le voit, c'est un peu la période d'aujourd'hui. En fait, la période d'aujourd'hui, c'est clairement ça. Israël Adesanya, très complet, mais complètement au-dessus en pied-point. Francis Ngannou devient complet. Il a montré contre Stipe qu'il était maintenant un produit assez complet, mais complètement expert en pied-point. Il s'impose là-dedans. On a une période qui reste actuelle. Khabib vient de prendre sa retraite, mais complet. Ok, on peut peut-être critiquer son pied-point, mais finalement, il avait un pied-point efficace, surtout sur la fin de sa carrière. Donc, on va dire complet, expert en lutte, en grappling, qu'il imposait à tous ses adversaires. Et alors, aujourd'hui, enfin, ça c'est pour la période aujourd'hui. Et donc, pour le futur, moi, comment je vois ça, c'est une période où on va devenir tous de plus en plus stratèges, dans le sens où tous les athlètes vont devenir élites, vraiment élites, et même ça va être difficile de... Même si on a un domaine de prédilection où on est bien meilleur, on se pense bien meilleur en pied-point qu'en lutte, mais que la lutte reste à un très bon niveau, on va tout de même avoir du mal à s'imposer en pied-point contre quelqu'un qui reste élite dans tous les niveaux. Et donc là, c'est la stratégie qui va commencer à rentrer en jeu. Je prends le meilleur exemple pour moi, qui représente un peu le futur du MMA, c'est Ousmane. Ousmane, à la base, c'est un lutteur.
Mais maintenant, il est tellement élite partout, on peut peut-être donner un argument pour dire que sa lutte est meilleure que son pied-point, mais il vient de mettre KO un mec qui est supposé être meilleur que lui debout sur papier. Donc voilà, c'est la preuve qu'aujourd'hui, tout le monde devient élite partout et on le voit de plus en plus. On va en parler juste après. Ronaldo Souza, Jacare vient de se faire soumettre. Vieira aussi s'est fait soumettre il y a 2 mois. Donc on a des strikers qui se font mettre KO. On a des grappleurs qui se font soumettre. C'est la preuve qu'aujourd'hui, le niveau à l'UFC, c'est élite sur tout l'écosystème du MMA, l'écosystème technique du MMA. Et là où on va commencer à faire la différence, là où les combattants du futur, les combattants qui vont prendre de la place et devenir les meilleurs, ce sont les plus stratèges. On le voit avec Trevor Whitman et ses combattants, et on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus que sur papier, on est là, impossible de dire qui va gagner à l'avance, et au final, c'est plus des détails tactiques et stratégiques qui font la différence. Lando Vannata contre Mike Grundy, c'est un combat du présent, c'est pas un combat du futur. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux très forts, ils ont un bon talent, ils ont un très bon potentiel, mais il n'y a pas eu d'adaptation intelligente dans le combat. C'était très agréable à regarder, parce que techniquement, il n'y a rien à dire, c'était vraiment propre. Il y avait de l'action, donc il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients pour apprécier ce combat. Et la différence entre ces combattants-là et ceux du top 10, parce que là c'est du featherweight, donc la division a un sacré niveau, c'est l'aspect stratégique, selon moi. Encore une fois, comme je disais au début du podcast, de la vidéo, c'est ce que moi je dis, c'est mon opinion, je la donne, ça permet de réfléchir, on est d'accord, on n'est pas d'accord, chacun choisit. André Muniz contre Jacare. Je pense que, encore une fois, personne ne s'attendait à ce que Jacare se fasse soumettre dans sa carrière. Jack Hermansson n'était pas très loin dans le premier round, mais justement, on a vu que Jack Hermansson est parti sur sa technique favorite, sa guillotine avec le bras dedans, avec laquelle il a fait taper plein de mecs par le passé, et Jacare s'en est sorti. Donc là, c'est vraiment un truc où on se disait, ok, Jacare, pour le soumettre, impossible. J'ai pas spécialement parlé ici de... Bon, je souligne clairement la performance de André Muniz, très impressionnant, soumettre Jacare Souza dans le premier round sans l'avoir sonné et sans qu'il soit fatigué, donc c'est un peu différent que quand Vieira s'est fait soumettre plus tôt cette année. La soumission en elle-même, donc c'est une clé de bras, ça a été annoncé comme une clé de bras, même si on avait plutôt l'angle de l'Americana. Donc on avait vraiment un angle de soumission plus comme celle de l'Americana, mais on était sur une position de clé de bras, donc ça a été annoncé comme clé de bras, et c'est cassé. Le bras est cassé. Le bras est cassé au niveau de l'humérus. Donc c'est pas sur l'avant-bras, parce que je pense que Joe Rogan a hésité en live. Évidemment en live, difficile à dire. Il pensait que c'était potentiellement l'avant-bras, comme Frank Mir avait soumis Tim Sylvia il y a très très longtemps. Ça semble être quand même une soumission. Je pense qu'on va pas tarder à voir les photos de la fracture. Ça semble être plutôt un craquement au niveau de l'humérus, étant donné que la Kimura, tout comme l'Americana, tout comme la Kimura, ça applique une pression en rotation. Donc c'est pas une pression droite comme on fait sur une clé de bras classique, c'est une pression en rotation. Ça fait penser évidemment à la Kimura. C'est pas la même chose qu'une Americana, c'est l'angle opposé, mais le principe est le même, c'est sur une rotation. La Kimura de Frank Mir sur Big Nog, ça a cassé l'humérus, ça a vraiment fait une pression comme ceci, et ça snap dû à une rotation. Donc ça casse pas vers le haut ou vers le bas, c'est vraiment l'effet de rotation qui casse, et là je pense que c'est exactement ce qui s'est passé dans ce combat avec Jacare. Alors, petite pause, petite pub avant la main card. Ok. Edson Barboza contre Shane Burgos. Fight of the night. Je vois ici, ça a été déclaré Fight of the night. Logiquement. C'était soit ça, soit le main event. Que dire ? Très appréciable comme combat, clairement. Un premier round qui va clairement à l'avantage de Barboza. Deuxième round serré, je crois qu'il y a 2 juges qui le donnent à Barboza, un juge qui le donne à Burgos. C'était effectivement discutable. J'ai pas regardé ça avec un œil juge, on va dire, mais je comprends que ça pouvait partir dans un sens comme dans l'autre.
Petit défaut stratégique du côté de Shane Burgos. Clairement, la stratégie à appliquer contre Barboza, aussi difficile que ce soit, c'est de mettre de la pression. Alors, c'est clairement difficile de mettre de la pression contre quelqu'un qui a un volume de jeu comme Barboza, qui a une vitesse comme celle de Barboza, qui arrive à intelligemment garder le combat au kicking range. Cependant, la pire chose à faire contre lui, c'est de rester à son kicking range et de se laisser endormir par cette distance et de se faire toucher au final comme un punching ball. Shane Burgos, les seuls moments où il a été vraiment efficace, c'est quand il l'avançait. Je vais l'expliquer comme ça. Pour tous ceux qui combattent, que tu sois un combattant, que tu sois un pratiquant simplement, que tu aies commencé le MMA depuis 2 semaines ou 20 ans, quand l'objectif est d'envoyer des kicks dans un sparring ou dans un combat, c'est plus facile à faire quand on est sur place ou quand on avance. Quand on est sur notre pied arrière, c'est directement plus difficile d'envoyer un kick et de garder une stabilité, surtout quand on a un adversaire qui essaye d'imposer son boxing range ou de venir chercher le clinch ou de faire des amenés au sol. On est moins à l'aise d'envoyer des kicks à ce moment-là parce que le temps que le kick est envoyé, déjà on est sur une jambe. La jambe qui est au sol, on ne sait pas la déplacer, donc on ne sait pas faire de déplacement pendant qu'on envoie le kick. Le temps du kick, on reste sur place, on est figé. Et donc clairement, quand on est proche de la cage et qu'on a un adversaire qui met la pression et qui ne nous laisse pas gérer justement cette distance à laquelle on se sent en sécurité d'envoyer un kick, c'est là où ça devient difficile. Donc clairement, contre Edson Barboza, qui commence à avoir une très bonne boxe et qui est très difficile à amener au sol, certes, le pire endroit où se trouver contre lui, c'est quand il a de l'espace derrière lui et c'est quand il recule pas. Parce qu'il peut à ce moment-là envoyer ses kicks qu'on a du mal à voir venir, qu'on a du mal à défendre et qui quand il touche, ça claque. Donc voilà, petit défaut stratégique on va dire pour Shane Burgos qui pourtant je pensais justement que c'est un fonceur et qu'il allait oser foutre la pression, quitte à prendre des coups en contre, mais rester vraiment dans une zone d'effort pour Barboza. Ici il a laissé Barboza trop dans une zone de confort on va dire, surtout dans le premier round. Et voilà, ça a apporté ses fruits pour le Brésilien. Encore une fois, là je suis en train de communiquer comme si c'est Burgos qui avait jeté le combat par la fenêtre. Absolument pas. Barboza a fait une incroyable performance. Incroyable performance. Et ce KO délayé, c'est original. De tête, j'ai l'impression que c'était arrivé qu'une seule fois à l'UFC, pas de manière aussi flagrante, et c'était coïncidence. Charles Oliveira, quand il avait perdu contre Cub Swanson, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il prend le coup, il y a 2 secondes qui s'écoulent, et c'est 2 secondes après qu'il qui tombe. Et puis le KO est officiel, puisque Cub Swanson fait un très beau follow-up au sol. Ici, c'est un peu pareil. Edson Barboza, il envoie crochet direct, je pense. Ça touche très bien. On a un Burgos qui l'encaisse super bien, comme à son habitude. Et il y a encore, là, c'est même pas 2 secondes, c'est 4 secondes, je pense, qui s'écoulent entre la combinaison et le moment où on voit Burgos reculer et tomber. Assez impressionnant. Je n'ai pas spécialement d'explication neurologique sur pourquoi ça s'est produit comme ça, pourquoi les KO délayés existent. Mais voilà, pour tous ceux qui se posent des questions, je suis pas certain parce que ça remonte à il y a tellement longtemps, Charles Oliveira contre Cub Swanson, mais il me semble qu'on a eu un scénario similaire par le passé, mais pas aussi flagrant en termes de délai. Alors, Chukagian contre Araujo, je vais zapper. Bontorin contre Schnell aussi. Alors, Dariush contre Ferguson. Comme j'avais dit dans la preview, je craignais pour Tony Ferguson qu'après 12 victoires d'affilée, il se retrouve sur 3 défaites de suite. Difficile évidemment à ce moment-ci de sa carrière, 37 ans. Honnêtement, je sais que c'est difficile pour des combattants, surtout que on a déjà entendu des histoires de Tony Ferguson avec son ex-femme. C'est d'ailleurs assez propre comme histoire, hein, où ils s'entendent bien, mais elle a demandé à ce qu'il ne l'approche plus parce que clairement il avait des moments de folie. Donc il a des symptômes qui pourraient justifier qu'il a un ETC, ce qui arrive souvent dans les sports de contact chez les anciens footballeurs américains et chez les combattants pros. Par contre, c'est encore aujourd'hui une maladie qu'on ne sait pas détecter. On sait la détecter seulement post-mortem. Donc c'est une analyse qu'on peut faire du cerveau après le décès. On ne sait pas le faire tant qu'on a envie. Quoi qu'il en soit, le sujet n'est pas là, mais Tony Ferguson n'a plus rien à prouver. Il a atteint le plus haut niveau qu'il pouvait atteindre dans sa carrière. Encore une fois, j'en avais parlé pour Donald Cerrone. Une fois que c'est fait, la seule raison de continuer, ce serait de l'argent, ce qui n'est pas spécialement sain pour tout le monde. Mais voilà, s'il continue, c'est clairement pour l'argent parce qu'il aura
Le niveau le plus haut où il a été, c'est champion intérim, quand il avait gagné contre Kevin Lee. Il n'atteindra pas ça. C'est clair et net maintenant. L'autre meilleur niveau, l'autre meilleur achievement de sa carrière, c'est 12 victoires de suite. Clairement, il n'en aura plus 12 de suite, en tout cas pas à l'UFC. Donc, ouais, honnêtement, d'un point de vue purement sportif, si on réfléchit purement sportivement et en termes de santé, il doit prendre sa retraite. Maintenant, s'il y a une question financière derrière, voilà, il va continuer comme Anderson Silva, comme Donald Cerrone, comme Chuck Liddell à l'époque. Il y a plein d'exemples. C'est dommage d'un point de vue sportif, mais voilà, chacun fait ses choix. Moi, personnellement, si j'étais dans son coin, si je faisais partie de son entourage, je lui conseillerais de s'arrêter en mettant mon ego et son ego de côté. C'est la décision à prendre. Maintenant, on est dans un sport où les égos sont très très hauts. De nouveau, on ne va pas minimiser la performance. Beneil Dariush, comme j'avais dit, s'il combat intelligemment, il gagne ce combat. En tout cas, il avait un chemin clair vers la victoire parce que, comme on avait dit, il était capable d'appliquer le game plan que Charles Oliveira avait appliqué contre Tony Ferguson plus tôt. Et c'est clairement ce qu'il a fait. Dès qu'il avait l'opportunité d'amener ça au sol, il a amené au sol. Il a essayé de contrôler comme il pouvait et il a très bien réussi. C'est pas facile de contrôler Tony Ferguson au sol, c'est clair et net. Donc c'est une grosse performance de la part de Beneil Dariush. Tony Ferguson, on va quand même soulever ça. Il tape pas sur la clé de bras de Charles Oliveira, il tape pas sur la clé de talon, c'est vraiment un malade, il tapera jamais. Mais voilà, Dariush très très beau dans les scrambles, excellent. Il a réussi à bien contrôler un scramble based, un combattant scramble based. Il a appliqué une stratégie qui était très intelligente. En fait, il a simplement repris la stratégie de Charles Oliveira. Et c'est ça que je disais en début de vidéo. À ce niveau-là, quand tu perds d'une certaine manière, tu ne devrais pas perdre de la même manière à ton combat d'après ou même plus tard dans ta carrière. Si, au niveau le plus élite, si on voit un chemin pour la victoire, et c'est ça que je dis, aujourd'hui, tous les combattants du top de l'UFC, ils sont suffisamment complets pour appliquer normalement le game plan de quelqu'un d'autre. C'est la nouveauté MMA. C'est pour ça que le futur, c'est la stratégie. Si Charles Oliveira a su appliquer ce game plan contre Tony Ferguson, c'est la responsabilité de Tony Ferguson et son camp d'entraînement de s'assurer que son prochain adversaire, Beneil Dariush, ne puisse pas appliquer exactement la même chose. Surtout que Beneil Dariush ne devait même pas changer son jeu ou travailler particulièrement sur un aspect pour être capable de l'appliquer. Avant le combat, au moment où le combat a été annoncé, c'était clair que Beneil pouvait appliquer ce genre de game plan et il l'a prouvé, il l'a fait. Très très bien joué de sa part, mais encore une fois, je remets ça, ça reste mon opinion, mais je pense que celle-ci, tout le monde la partagera. Quand on perd d'une certaine manière, il faut s'assurer par la suite de ne plus pouvoir perdre de cette même manière. C'est un truc à faire. C'est difficile, Tony Ferguson, 37 ans, une expérience de dingue. Quand on a un produit fini, c'est difficile de changer drastiquement en 3 mois ou en 6 mois. Et justement, c'est là où le management de carrière rentre en jeu. Si on a besoin de 1 an pour changer ses capacités, améliorer ses compétences de sorte à ne plus perdre de cette manière, on prend 1 an. Et la patience est clé dans ce combat, dans ce sport. Dernier point qui est intéressant par rapport à ce combat, c'est l'aspect confiance. Autant en MMA, la peur peut être un ami comme un ennemi, autant la confiance peut être un ami comme un ennemi. Je vais m'expliquer. J'ai l'impression, quand je vois les 2 derniers combats de Tony Ferguson, et a raison, il a un très très bon sol, il a un très très bon sol à partir de son dos, ce qui fait qu'il a confiance. Quand tu as confiance de tes capacités sur ton dos, tu acceptes plus facilement des takedowns. Je le dis souvent dans mes previews, quand on a un très très bon grappleur, généralement sa statistique de takedown defense est moins impressionnante que quand on a un gars qui n'a pas confiance en son dos. Pourquoi ? Si tu n'as pas confiance sur ton dos, tu vas tout donner, tu vas donner toute ton énergie dans tes défenses d'amener au sol. Quand tu as confiance en tes capacités de combattre sur ton dos, tu travailles moins ta lutte défensive parce que dans ta tête, tu sais que si dans un combat on m'amène sur mon dos, je sais quoi faire. Et ça peut être problématique, et là on l'a vu, c'est problématique. On voit un Tony Ferguson qui lutte pas à 100%, je crois pas qu'il donne à 100% pour défendre les amener au sol. Encore une fois, je dois faire gaffe à ce que je dis. C'est pas Beneil Dariush, très très bonnes amenées au sol. Très très bonnes amenées au sol.
Donc, c'est pas pour dire que Tony Ferguson s'est laissé mettre au sol et donc on enlève le crédit de l'excellente lutte de Benil Dariush. Je dis juste que Tony Ferguson a tellement confiance en son dos, ses capacités quand il est sur son dos, qu'il n'a pas développé des automatismes pour défendre à tout prix les takedowns. Et c'est un classique quand on a des mecs qui viennent du jiu-jitsu en MMA. Ils ont vraiment cette tendance à laisser, à l'entraînement en tout cas, à se laisser tomber, pas se laisser tomber comme au foot, mais à accepter plus facilement les takedowns de ses adversaires, tant que ça finit dans sa garde. Donc ils seront plus concentrés sur le scramble pour composer une garde dans le takedown que de défendre l'amener au sol. En MMA, c'est ultra problématique. C'est ultra problématique parce que si l'amener au sol elle est faite après 30 secondes, ok, on a 4 minutes 30 pour travailler, mais contre quelqu'un qui a un très bon contrôle, on perd le round. Automatiquement, on perd le round. Donc, la confiance peut être très positive en MMA, comme elle peut poser des défauts, surtout au niveau stratégique. Et donc, je reviens là-dessus, la stratégie a énormément d'importance. Ici, donc ça c'est vraiment... Parce que je ne suis pas le seul à le dire, je pense. La confiance dans certaines situations. Donc avoir confiance en ses capacités dans des situations où on perd, c'est mauvais. Parce qu'alors on accepte ces situations et dans un combat on n'a que 3 rounds de 5 minutes pour, si ça va à la décision en tout cas, pour influencer les juges, pour dire aux juges c'est moi qui ai gagné. Et si on accepte trop facilement les situations où on est à défaut parce qu'on a confiance en notre survie, en notre capacité à survivre dans ces situations, c'est mauvais dans une carrière élite en MMA. Main event. Chaotique, hein? Chaotique. Complètement chaotique. Je vais redire juste, c'est pas un quote parce que je me souviens pas exactement des mots que j'avais utilisés dans ma preview, mais j'avais vraiment souligné le fait qu'on avait 2 mecs qui étaient excellents offensivement, mais qui étaient améliorables défensivement. Donc j'avais par exemple pris l'exemple de Colby Covington contre Usman. Alors Usman a amélioré sa défense de dingue depuis. Justement, il fait de l'introspection même dans ses victoires, très important. C'est pour ça que c'est un athlète du futur. J'avais dit qu'on avait tous apprécié ce combat, notamment parce que Usman et Covington avaient une incroyable capacité offensive en kickboxing, et par contre leur capacité défensive était améliorable, moins excellente en tout cas, et du coup on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de touches, beaucoup de frappes, et beaucoup de moments où on sautait de notre siège pendant le combat. Chandler contre Oliveira, j'avais dit c'était pareil. J'avais dit, ils sont tous les deux très forts offensivement. Les lacunes, elles sont défensives. Et on l'a clairement vu, ils se sont tous les... En fait, je l'ai dit sur Twitter, il n'y avait pas de mauvais pronostic à ce combat. Alors certes, la réalité, c'est que Charles Oliveira a gagné par KO. Mais ça s'est joué à peu de choses que Chandler gagne par KO. Ça s'est joué, je ne vais pas dire à peu de choses, mais on a vu que Chandler aurait pu soumettre Charles Oliveira. On a vu que Charles Oliveira aurait pu soumettre Chandler. Ça n'aurait pas été une grande surprise non plus. Charles Oliveira a fini par mettre Chandler KO. Et la direction que prenait le combat, si ça allait à la décision, on voyait très bien qu'il y avait des moments pour l'un, des moments pour l'autre, donc ça aurait pu aller dans les deux sens. Donc, peu importe le pronostic que vous avez donné, il n'était pas mauvais en soi, parce qu'on n'est pas passé loin, en quelque sorte. Donc, très chouette combat d'un point de vue style. On a vu le lutteur Chandler qui est parti en mode grappling. On a vu le grappleur Charles Oliveira qui est parti en mode lutte, et au final la différence s'est faite dans le pied-point. Gros félicitations à Chandler d'être sorti du body triangle de Charles Oliveira. Je pense que c'est pas tout le monde qui y arriverait, donc bien joué à ce niveau-là. Charles Oliveira, félicitations pour être resté dans le combat, quel gros mental. Et ça aussi j'avais dit dans la preview, Charles Oliveira, il est ultra attentif, ultra précis dans les échanges. J'ai pas les images là parce que j'ai pas le temps de les prendre, mais ce crochet est magnifique. Le crochet qui mène au début de la fin, on va dire, est superbe. On est dans un échange et si vous regardez au ralenti, il y a une caméra qui est parfaite parce qu'on voit Chandler de dos et on voit du coup Oliveira de face. Ses yeux sont fixés sur sa cible. Les yeux sont fixés sur le menton de Chandler. On peut absolument... Personne n'a appelé ça un lucky punch, mais clairement, c'est pas du tout un lucky punch. Il est concentré, il est focus dans l'échange, il a les yeux grands ouverts.
Je vais pas dire que c'est rare à l'UFC, clairement la plupart ont l'habitude des échanges donc ils sont concentrés, mais là il a un réel focus et ça lui offre clairement la victoire. Il a un focus dans l'échange, il est concentré, il voit la cible, il voit l'ouverture, il vient toucher. Très très beau follow-up, comme on disait, Killer Instinct, il l'a à 100% en gros opportuniste. Très très belle performance. Euh, Rien d'autre à dire. Chandler, ben, c'est pas passé loin. Il a aussi un beau Killer Instinct. Là, c'est l'instinct de survie de Charles Oliveira qui l'a plutôt sauvé dans le premier round. Oui, juste le dernier point qui a fait peur d'ailleurs à Joe Rogan pendant les commentaires, c'est Oh no! Les lutteurs qui ont lutté depuis qu'ils ont 4 ans, je pense que c'est le cas de Chandler, c'est un lutteur de base. Alors même si je viens de dire que le MMA est un sport à part entière et que les backgrounds ont moins d'importance, voilà, quelqu'un comme Chandler qui vient de la lutte de base, quelqu'un comme Justin Gaethje, parce que c'est ça le lien que je vais faire, ils ont toujours ce réflexe évidemment de lutteur de tourner le dos, parce qu'en lutte c'est principalement comme ça enfin ce qu'on veut éviter en lutte, c'est d'avoir les 2 épaules au sol, notre dos au sol, donc ils ont ce réflexe de donner leur dos. Contre des grappleurs de haut niveau, c'est pas la bonne option. Donc quand on a un background et quand on a des habitudes qui sont mauvaises dans le nouveau sport dans lequel on vient, il faut absolument travailler sur changer ses habitudes. Donc si Michael Chandler a de l'introspection à faire, il y a 2 points. La défense en pied-point et ce réflexe de donner son dos quand on est face à un bon grappleur, parce que ça aurait pu lui coûter la victoire au premier round. Donc voilà, et ça a coûté la victoire à Justin Gaethje contre... ça n'a pas coûté la victoire, on va dire, parce que c'était un combat serré, mais clairement, ça a mené vers la fin du combat, d'avoir ce réflexe de donner son dos, surtout face à quelqu'un comme Charles Oliveira, comme Khabib, qui est excellent pour prendre le dos et le maintenir. Belle carte, belle UFC, très chouette à regarder, j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve dans la semaine pour l'analyse du prochain main event, les pubs habituels, pour du CBD Pure Skills, pour des vêtements Pride or Die, moins 15% avec mon code promo Chris15. Tous les liens sont en description. J'ai écrit 2 livres. Tu me découvres maintenant. Tu aimes bien la vidéo. Tu aimerais bien mes livres. On like, on partage, on s'abonne. Comme d'habitude. À très bientôt. C'était Chris Goodnight.